Bonjour Raphaël Théry, bonjour Pierre-Yves Néron. Vous êtes l'une maître de conférence à Panthéon-Assas et où tu as fait une thèse sur le libéralisme pénal et qui a reçu le prix Vendôme de l'université Panthéon-Assas. Et Pierre-Yves, tu travailles à l'université catholique de Lille, à l'ESPOL, et tu t'intéresses plus particulièrement à la question de l'égalitarisme libéral avec un intérêt plus particulier pour les théories relationnelles de l'égalité. Ma première question, puisque votre intervention ce soir au sein du SPPN portera sur le conservatisme, concerne votre intérêt. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser au conservatisme et à souhaiter développer une réflexion philosophique sur le conservatisme, alors que vos intérêts intellectuels à l'un et à l'autre vous portez davantage du côté du libéralisme égalitariste? Donc, l'intuition de départ de l'article et du travail qui est en cours, en fait, c'est la suivante. Donc, on a essayé de prendre au sérieux une remarque qui avait été faite par Elizabeth Anderson, donc philosophe américaine et théoricienne de l'égalité, donc qui commentait un ouvrage de John Thomasy qui s'appelle Free Market Fairness. Et donc, commentaire dans lequel Anderson disait nous avons besoin d'une cartographie de la philosophie politique contemporaine dans laquelle le continent conservateur est représenté, qu'il est présent, qu'il n'est pas constamment oublié. Donc la thèse que l'on défend dans l'article, c'est essentiellement que Elizabeth Anderson a raison. Hein? Bien sûr, lorsqu'on dit une telle chose, lorsqu'on dit que le conservatisme, c'est un territoire oublié de la philosophie politique contemporaine, on s'adresse à une certaine école de pensée, une certaine tradition philosophique qui est en fait celle des théories de la justice sociale, et en particulier une famille philosophique bien particulière qui est celui de l'égalitarisme libéral ou du libéralisme égalitaire. Et l'idée qu'on défend, c'est que tout se passe un peu comme si le champ des études sur la justice sociale s'était construit d'une manière telle que on oublie constamment, on omet constamment de penser quelque chose comme le conservatisme. En fait, ce champ-là s'est construit, pour parler de manière un petit peu plus précise, ce champ-là s'est construit d'une manière telle que on fait, si j'y vais à grands traits, on fait un peu comme si la droite égale essentiellement le libertarisme, à une tradition de pensée qui est complexe, mais essentiellement souvent la figure principale qui représente le libertarisme, c'est bien sûr celle de Robert Nozick. Donc nous, on pense que c'est une erreur. Donc cette omission-là du conservatisme dans les théories contemporaines de la justice sociale et dans le libéralisme égalitaire. Donc nous pensons que c'est une erreur. C'est une erreur qui est importante, en partie parce qu'on pense qu'il y a des différences importantes entre le libertarisme et le conservatisme. Et aussi, on pense que ça risque éventuellement de nuire, si on se concentre sur le paradigme du libéralisme égalitaire, de l'égalitarisme contemporain, on pense que ça peut nuire à sa pertinence à la fois philosophique et politique. Mais alors, pourquoi? Alors ça, c'est la réponse générale, l'intérêt intellectuel, mais dans votre parcours à l'un et à l'autre, qu'est-ce qui vous a fait, disons, vous intéresser à ce type de pensée? Alors effectivement, il y a un manque dans la cartographie intellectuelle, on n'a pas suffisamment de travaux sur ce courant de pensée, mais par exemple, Raphaël, à partir d'un travail sur le libéralisme pénal, comment passe-t-on d'un travail sur le libéralisme pénal à un intérêt pour le conservatisme? Est-ce que la notion a aussi du sens dans le champ qui est le tien? Oui, totalement. Et alors, en fait, je dirais même que ça date d'avant mon travail sur le libéralisme pénal, puisque j'avais fait un mémoire de master sur l'ouverture du mariage aux homosexuels. Et ça a consisté en fait en une classification des opposants à l'ouverture du mariage aux homosexuels. Et très tôt, en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait des familles qui étaient essentiellement conservatrices.
Et pour moi, méthodologiquement, c'est vraiment très important de prendre au sérieux ce type d'arguments plutôt que de les balayer d'un revers de main ou de considérer que c'est simplement des adversaires qui n'ont pas voix au chapitre. Donc c'est la première fois, disons, que j'ai vraiment travaillé dessus, sachant qu'il y avait un corpus très, très, très constitué de conservateurs en la matière. Et en matière pénale aussi, c'est pareil, hein. Il y a une approche très conservatrice, je dirais très moralisante de la peine, assez répressive. Et je pense qu'en fait, dans pratiquement tous les champs de la philosophie politique, une fois qu'on l'applique de manière un peu concrète, on rencontre ce type de position, quoi qu'elle ne soit pas forcément thématisée. Alors, qu'est-ce qui va caractériser justement le conservatisme ? Si on essaie de caractériser cette position philosophiquement, par-delà des aires de famille, dans la théorie effectivement pénale ou dans la théorie effectivement concernant les relations de couple, etc., qu'est-ce qui permet de caractériser philosophiquement le conservatisme? Et est-ce possible de trouver une caractéristique, disons, transversale, valable pour ces différents champs? Alors, je pense que Pierre-Yves va détailler un petit peu le contenu, mais il y a une distinction à laquelle on est assez attaché, qui est que souvent, les gens disent finalement, le conservatisme, c'est vouloir conserver ce qui est. Et c'est une définition qui paraît évidente, mais qui en fait est tellement formelle qu'elle est vide. À ce moment-là, à ce titre-là, tout le monde est conservateur. Quand il y a eu les grèves de la SNCF, on a dit en fait, les vrais conservateurs, c'est ceux qui veulent conserver les acquis sociaux. Donc, si c'était le cas, cette notion n'aurait aucun sens. Alors, nous, on pense qu'il y a un aspect formel du conservatisme qui est très réel, c'est-à-dire c'est une certaine attitude vis-à-vis du changement, où en effet, c'est un certain scepticisme face à des politiques radicales. En effet, l'idée que les choses doivent prouver leur valeur avec le temps, etc. Ça, c'est l'aspect formel du conservatisme, un aspect très attaché aux institutions, à leur ancrage dans le temps, qui est réel. Mais ça ne suffit pas en fait à définir le conservatisme, puisque le conservatisme a aussi un aspect substantiel et qui a été développé notamment dans un assez bon ouvrage de Corey Robin, qui est un politiste américain. Oui, donc, effectivement, comme tu le mentionnes, Luc, c'est un sacré défi d'essayer de dessiner les contours de quelque chose comme une théorie, une philosophie politique qui serait conservatrice. Nous, on pense que ça vaut la peine de se lancer dans une telle tâche, d'essayer de le faire. C'est la raison pour laquelle on prend en partie au sérieux les travaux de Robin, parce qu'avec lui, on a là, à tout le moins une tentative de présenter quelque chose comme les contours d'une conception, non pas simplement formelle, mais substantielle du conservatisme. Et en fait, chez Robin, ça prend la forme suivante. En fait, essentiellement, Robin nous dit le conservatisme, c'est un engagement en faveur des trois choses suivantes. Premièrement, pour lui, le conservatisme, c'est au départ la défense d'un certain ordre social qui est présenté comme étant naturel. De manière un peu plus précise, quelqu'un comme Robin nous dirait en fait ce que les conservateurs font, c'est qu'ils mobilisent des stratégies de naturalisation de la vie sociale, de l'ordre social qui est leur ordre social préféré. Hein. Le deuxième aspect, c'est une certaine appréciation des hiérarchies. Hein. Donc le conservateur, pourrait-on dire, c'est celui qui aime, celui qui apprécie non seulement un certain ordre social qui est présenté comme naturel, mais aussi qui apprécie les hiérarchies. Et troisièmement, nous dit Robin, être conservateur, c'est également apprécier ce qu'il appelle la vie privée du pouvoir ou les régimes privés du pouvoir. Hein. Et donc, ce que nous, on dit dans notre article, c'est qu'on a peut-être intérêt, en tant que philosophe politique, théoricien de la justice, notamment si on est dans la famille de l'égalitarisme contemporain, on a peut-être intérêt à utiliser cela pour donner un sens à un certain nombre de débats, d'arguments qui sont présentés, ou même de luttes sociales qui sont présentes de nos jours. Et pour revenir justement en fait à la notion de libertarisme qui serait l'adversaire de droite principal des théories de la justice, alors c'est pas que le libertarisme n'existe pas, il existe en fait à un niveau théorique, mais pour nous ce qui était important c'était de voir en gros concrètement
qui sont les adversaires des libéraux égalitaristes. Je ne suis pas certaine qu'il y ait tellement de libertariens. Pour nous, il y en a, mais c'est d'abord une position théorique. Et donc, il nous paraissait important de rappeler que, très concrètement, c'est plutôt les conservateurs qui s'opposent aux libéraux. Alors, c'est quelque chose qui est... C'est pas, comment dire, une ligne de partage qu'on connaît bien en France, puisqu'en général, quand on entend libéral, et c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir dans mon travail, c'est qu'en gros, quand je dis libéralisme, quand on entend libéralisme en France, personne ne pense au libéralisme politique. Donc la ligne de partage très classique qu'on a aux États-Unis entre les libéraux et les conservateurs, ici, les gens ne voient même pas ce que c'est, parce que libéral, c'est libéral économiquement, on ne voit pas vraiment le sens de ce que c'est que le libéralisme politique. Et puis conservateur, c'est vrai que c'est un terme peut-être à consonance plus anglo, et les gens parlent de réactionnaire. Et on s'attache aussi à faire une différence entre les conservateurs et les réactionnaires. Alors, on décrit le réactionnaire peut-être comme une hybridation entre un attachement au fond du conservatisme, c'est-à-dire les 3 éléments que Pierre-Yves a définis, mais avec quelque chose qu'on n'a pas en effet dans le conservatisme classique, qui serait justement cet aspect formel, cette approche de politique assez rationnelle, calme, etc. Donc avec une rhétorique plus révolutionnaire, mais au sens étymologique du mot réaction, c'est-à-dire un retour à ce qui est. Mais sur le fond, même si aujourd'hui évidemment il y a des réactionnaires et ils prospèrent, etc., où on voit des figures émerger comme Trump, etc., il faut quand même se rappeler que ces figures-là, elles prospèrent à partir d'une base conservatrice, et pas simplement parce que 80% des gens sont devenus des réactionnaires ou sont de violents révolutionnaires. Et par exemple, les néoconservateurs, pour vous, ce sont des conservateurs dans la tradition du conservatisme tel que Robin l'a défini, ou c'est une nouvelle variété à laquelle correspondrait davantage l'étiquette de réactionnaire? Par néoconservateurs, tu parles plutôt des néoconservateurs aux États-Unis? Aux États-Unis, voilà, c'est ça, les néoconservateurs aux États-Unis, disons à l'époque de Bush, avec, disons, cette idée qu'il y a dans le néoconservatisme que le néoconservatisme est lié à un certain type de défense de l'idéal démocratique, qui a conduit à la guerre en Irak, etc. Donc, et dans cette idée du néoconservatisme, il me semble qu'il y a une dimension qui n'est pas nécessairement présente dans la définition que tu as rappelée tout à l'heure, notamment le fait du maintien de l'ordre social, de considérer l'ordre social comme naturel et devant être maintenu, puisque peut y avoir également une dimension révolutionnaire, transformatrice. Par rapport au néoconservatisme plutôt à l'américaine, j'aurais tendance à te répondre en fait plutôt à la manière de Robin, parce qu'il faut noter que Robin a produit donc une première version. Tu peux rappeler son livre? Donc c'est l'ouvrage qui est A Reactionary Mind, donc c'est sur le conservatisme. Donc la première version c'était de Edmund Burke à Sarah Palin, et donc première version de l'ouvrage. Ensuite Robin a senti le besoin en fait de produire une deuxième édition de son ouvrage, qui est cette fois-ci c'est le conservatisme de Edmund Burke à Donald Trump. Et là donc Robin nous dit essentiellement la chose suivante. Il nous dit, je me suis plutôt dans la première version, en me centrant sur les années Bush, je me suis plutôt concentré sur un conservatisme bien particulier, qui est notamment centré sur l'exaltation d'une certaine figure qui est celle du chef d'État, qui est capable d'aller en guerre, qui est assez fort pour aller en guerre, ce genre de choses, et qui va de pair aussi parfois même avec une certaine exaltation d'une forme de violence et autre chose. Donc je me suis pas assez centré sur ce qu'on pourrait appeler un conservatisme de marché, dans lequel c'est plutôt qui est plutôt caractérisé par une célébration des activités économiques, et dans lesquelles c'est le marché, c'est l'entreprise qui sont considérés comme étant les lieux de l'excellence humaine et de la vertu. Il ne dit rien du conservatisme des mœurs, parce que aussi dans cet conservatisme à travers la figure du chef, conservatisme à travers un certain nombre de pratiques économiques qui rejoignent d'ailleurs certains de tes intérêts pour l'éthique économique.
mais on pense aussi, quand on évoque le conservatisme, à la question des mœurs, en fait. Et c'est dans le champ des mœurs, effectivement, peut-être que pour nous, Européens, le terme de conservatisme a le plus de signification. Oui, c'est vrai. En fait, on a tendance à cliver ces deux questions, c'est-à-dire on a deux axes. Est-ce que économiquement vous êtes de droite ou de gauche? Est-ce que sur le plan des mœurs vous êtes de droite ou de gauche? Sachant que théoriquement, on peut donc avoir 4 combinaisons. Mais un des points qu'on essaye aussi de défendre dans le papier, c'est que le conservatisme de marché, c'est quelque chose qui est largement sous-estimé. On a tendance à cantonner un peu abusivement le conservatisme dans le champ des mœurs, comme si en fait, comment dire, une certaine approche du marché dérégulée comme une force naturelle, etc. C'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec le conservatisme. Or, à notre avis, il y a clairement une dimension conservatrice là-dedans, même si on peut avoir cette approche du marché en appartenant peut-être à des familles politiques qui nous apparaissent différentes, comme le libertarisme, etc. Mais donc, in fine, on pense qu'il y a une vraie cohérence en fait, entre ces positions. Et l'idée, c'était justement de la retracer, alors qu'elle n'a peut-être rien d'évident. Alors ça, c'est très intéressant, effectivement, parce que est-ce que vous pourriez préciser les caractéristiques, justement, de ce conservatisme de marché ? Si je reprends l'expression que tu viens d'utiliser, quelles sont les caractéristiques propres? Est-ce qu'on les trouve dans, disons, un goût pour un certain type d'organisation, d'entreprise? Est-ce qu'on les trouve, disons, dans un certain type de rapport à l'argent? Est-ce que vous pourriez préciser justement ce conservatisme de marché, enfin la manière dont vous l'analysez? Ouais, bon, ça c'est une très bonne question, donc je vais me permettre de faire quelques remarques. Donc, comme tu l'as mentionné, moi ce qui m'a amené à m'intéresser au conservatisme, c'est mon intérêt pour les institutions économiques comme le marché, comme l'entreprise. Donc j'essaie de jeter un regard sérieux de philosophe politique sur le marché, mais aussi sur l'entreprise. Et à un moment, à force d'essayer de lire, de comprendre, de thématiser les grands théoriciens du marché, mais aussi les grands penseurs et théoriciens de l'entreprise, je me suis dit, en fait, ce qu'on retrouve dans l'exaltation, la défense des marchés économiques et de l'entreprise, c'est beaucoup plus une forme de conservatisme qu'une forme de libertarisme. Dans la défense, l'exaltation du marché, mais de l'entreprise, notamment de l'entreprise, ce qu'on retrouve, c'est une certaine exaltation de forme assez forte de leadership. De la figure du chef, du grand chef d'entreprise, une certaine valorisation, encore une fois, des hiérarchies, un certain amour des hiérarchies. Et je me suis dit, mais ça, c'est un registre qui est beaucoup plus conservateur que libertarien à proprement parler. Et puis, il y a aussi l'idée du marché un peu comme une force naturelle qui finalement réalise une juste allocation des biens sans qu'on ait besoin d'avoir des politiques trop volontaristes, qui est assez clair dans le conservatisme de marché. Oui, donc c'est la confiance dans les capacités d'auto-organisation. Dans un ordre assez naturel, en fait, dans une sorte d'ordre spontané. Ça, c'est quelque chose qui est très fort dans le conservatisme et qu'on nommait peut-être, cette idée d'ordre spontané. Et donc, aussi, j'aimerais insister sur deux différences, en fait, entre le conservatisme et le libertarisme. Premièrement, le libertarisme est beaucoup plus principiel, c'est-à-dire qu'il est centré sur l'affirmation d'un certain nombre de principes de justice. Par exemple paradigmatique, c'est le libertarisme alanosique, dans lequel on prend le principe de propriété de soi, et voilà, il en découle un certain nombre de choses. Exaltation du marché, oui, bien sûr. Opposition à des politiques de redistribution, etc., etc. Certaine hostilité, bien sûr, à l'impôt, ce genre de choses. Alors que la position conservatrice, elle est beaucoup moins principielle. Ça peut être comparé à quelque chose comme une espèce d'éthos, c'est-à-dire que être conservateur, c'est adopter un certain nombre, non pas simplement de principes, mais d'attitudes, de valeurs qui vont forger le regard que vous allez jeter sur ce genre de choses. Et bon, donc l'exaltation du marché va prendre nécessairement une forme différente.
l'opposition, par exemple, l'hostilité ou le scepticisme à l'égard de l'impôt sur le revenu, par exemple, va être beaucoup moins radical que ce qu'on retrouve chez Nozick, mais néanmoins, il est là. Mais il est basé sur un certain ethos du travail, une certaine exaltation du travail, et non pas simplement sur une simple application d'un principe de justice qu'on considère comme étant absolu et qu'on applique. Et voilà. Et deuxième distinction qui me semble extrêmement importante entre le conservatisme et le libertarisme, c'est le rapport aux inégalités. C'est-à-dire que nous, dans l'article, on essaie de montrer que le libertarisme essaie d'exposer des contraintes à la justification des inégalités économiques. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut faire en sorte que des inégalités économiques sont justifiées ou justifiables. Et bien sûr, le libertarien peut être amené à tolérer de très très grandes inégalités économiques. Mais néanmoins, son projet, c'est une tentative d'exposer les contraintes à la justification d'inégalités économiques, alors que le conservateur, lui, plutôt apprécie d'une certaine manière l'inégalité. Il se caractérise par une certaine appréciation, qui est parfois, en passant, même presque esthétique, mais il y a une appréciation de l'inégalité, des hiérarchies dans la pensée conservatrice. Je voudrais donc vous poser une dernière question un peu plus générale sur la manière dont vous percevez, analysez l'évolution politique en cours aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire que savoir si le concept de conservatisme sur lequel vous travaillez est susceptible ou non d'éclairer le développement d'un certain nombre de mouvements qu'on a pu caractériser comme populistes en Italie, en Pologne, en Hongrie et ailleurs, ou pas. Quelle est la pertinence, disons, en termes d'analyse de la situation politique, de la conjoncture politique actuelle, de ce concept? Est-ce qu'il a un avenir du point de vue de l'analyse politique? Alors, bon, moi je m'en tiendrai à des choses assez théoriques, mais ce qui nous paraît important de souligner, c'est que une des raisons pour laquelle on ne retrouve pas le conservatisme, ou très peu dans un certain champ de la philosophie politique, puisque, encore une fois, je dirais que la philosophie politique plus continentale, d'inspiration théorique critique, etc., alors elle va prendre comme adversaire le néolibéralisme, mais elle va quand même plus parler du monde réel, clairement. L'idée, c'était de dépasser peut-être ce préjugé selon lequel, en fait, le conservatisme, c'est pas une position, ce serait juste une idéologie. Et une idéologie, en fait, ça peut s'entendre en deux termes, en deux sens. Le premier sens, c'est simplement de dire une idéologie, ce serait un sens assez neutre, et en ce sens-là, oui, c'est une idéologie, mais la théorie politique égalitariste, c'est aussi une idéologie. C'est une certaine manière d'articuler des principes et leurs conséquences avec des concepts qu'on définit. Et une de nos ambitions, c'est de dire c'est pas forcément très clair le conservatisme, et donc partir de certaines pratiques du pouvoir, de certaines aires dans lesquelles il s'effectue, et essayer de construire justement un système un petit peu cohérent d'articulation de ces principes. Mais il y a un autre truc qui nous a semblé dangereux et qui a fait l'objet d'une analyse dont Pierre-Yves parlera sans doute de Thomas Frank, mais l'autre point, c'était l'espèce de dédain qu'ont les libéraux par rapport au populisme, au conservatisme, etc. Alors évidemment, les deux ne se recoupent pas nécessairement, mais l'idée que ce serait une idéologie au sens marxiste du terme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement une forme de pensée qui légitime une structure une certaine division des classes, ce qui, en un sens, est un peu vrai, parce que c'est une pensée légitimante, mais de la même manière que peut-être la pensée libérale est une pensée délégitimante, mais il n'y a pas une opposition, en tout cas, entre le philosophe libéral qui profondément aurait compris le réel et qui démasquerait en fait une espèce de fausse théorie du conservateur. C'est en ce sens-là qu'il faut le prendre au sérieux. Il y a peut-être un conflit de valeurs très profond, mais il faut le prendre au sérieux, pas simplement l'écarter d'un revers de manche en disant voilà, nous on a raison parce qu'on est les libéraux. Et c'est ce qui nous semble très problématique dans certaines attitudes qui ne sont pas simplement des attitudes dans la discipline philosophique, mais même dans la pratique politique de certains libéraux. En fait, je vais répondre de manière assez simple, et ça va me ramener
aux propos que j'avais tenus au début de notre entretien. Mais il y a un ouvrage qui vient tout juste de paraître récemment, qui est un ouvrage de Katrina Forrester qui s'appelle In the Shadow of Justice, qui est un ouvrage en fait de... C'est son premier livre, hein, c'est ça. Oui, et qui porte essentiellement sur l'histoire de la construction de la pensée rawlsienne et post-rawlsienne aux États-Unis, et qui en fait soulève des vraies questions sur la pertinence, des vraies questions sur l'héritage de cette famille-là de l'égalitarisme libéral ou du libéralisme égalitaire, plutôt inspiré par Rawls, mais on peut inclure toutes sortes de penseurs dans cette constellation post-Rawlsienne ou néo-Rawlsienne. Et donc, elle soulève des vraies questions sur la pertinence, notamment politique, réelle et concrète de cette famille philosophique qui est plutôt la nôtre. Et elle nous dit, bon, les choses ont, d'un point de vue politique, drôlement changé depuis les années 60-70, quand on a assisté à l'émergence et à la domination de ce paradigme de l'égalitarisme libéral à la Rawls. Et elle nous dit, aujourd'hui, il faut penser des objets comme le populisme, et si on se pose la question, quels sont les outils que nous avons du point de vue des théories de la justice sociale contemporaine à la Rawls, quels sont les outils que nous avons pour penser des objets de réflexion comme le populisme et le conservatisme, la réponse, en fait, elle est, à mon avis, assez peu décevante. Donc, si le paradigme des théories de la justice... Tu veux dire assez décevante. Assez décevante, oui. Donc, si ce paradigme-là des théories de la justice dans la foulée de l'égalitarisme libéral, en fait, veut conserver sa pertinence philosophique et politique, elle doit s'accaparer des objets comme le populisme et encore une fois le conservatisme. Merci Raphaël, merci Pierre-Yves. Merci beaucoup.